Radio Barjo. Radio Barjo. Radio Barjo. Radio Barjo. Radio Barjo. Radio Barjo. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Radio Barjo. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes à Strasbourg, au Planétarium de Strasbourg, pour être absolument précis. On est le mercredi après-midi, il y a des enfants qui viennent, vous en entendrez peut-être dans l'arrière-plan, qui viennent pour rêver des étoiles, des planètes et du monde qui nous entoure, nous, sur une si petite planète. Alors, nous avons avec nous Martin, Elena et Madame Mylène Wendling, qui est la responsable du Planétarium de Strasbourg. Bonjour Mylène. Bonjour. Alors, on a un peu préparé les questions, alors je vais tout de suite démarrer. C'est quoi un planétarium ? Alors un planétarium, c'est une salle de spectacle qui peut ressembler à un cinéma, à la différence que l'écran n'est pas plat, mais bien hémisphérique tout autour des sièges. Et ces salles, dans cette configuration-là, sont précisément bien configurées pour pouvoir projeter le ciel étoilé et aussi projeter des images de l'univers. Donc c'est une salle immersive qui a pour vocation de montrer l'univers tel qu'on le connaît actuellement. D'accord. Donc on a eu un planétarium à Strasbourg, c'est historique quasiment, non ? Oui, c'est historique. Le premier planétarium dans la ville a été créé en 1982 par une astrophysicienne, Agnès Acker, et il se situait dans les locaux de l'Observatoire astronomique. Et ce planétarium était une petite salle de spectacle avec un dôme-écran de 60 places, et il a duré plus de 40 ans. Il a fermé ses portes en 2022. Pour qu'on puisse ouvrir les portes du grand planétarium qui, lui, a ouvert en 2023, à peu près à 500 mètres de l'ancien. Donc il est tout récent, finalement. Il est tout récent, il a à peu près 3 ans. Ouais. C'est vrai qu'on est dans des très beaux locaux, il faut savoir que c'est vraiment tout neuf, mais c'est aussi un endroit très sympa, avec des baies vitrées à l'accueil. Et au milieu de l'ancienne université de Strasbourg, il faut savoir que l'université de Strasbourg existe en gros, les premiers bâtiments ont été construits, on va dire, entre 1875 et 1880. Donc on est au milieu de l'ancienne université de Strasbourg et c'est très beau. Tu voulais poser des questions, Martin ? Oui, peut-être une est comment vous êtes devenu responsable ? Alors, je suis devenue responsable après avoir fait des études d'astrophysique à l'université Paul Sabatier de Toulouse, d'où mon accent un peu du sud-ouest exactement. J'ai fait des études d'astrophysique pour devenir astrophysicienne, donc chercheuse en astronomie. Mais au tout dernier moment, au bout de la 5e année, je me suis dit, mais en fait, ce que j'aime, c'est parler des étoiles, parler de l'astronomie. Et il y a un métier qui s'appelle médiateur scientifique ou médiatrice scientifique en astronomie. Et du coup, j'ai travaillé directement à la Cité de l'Espace à Toulouse, qui est un grand centre qui est sur l'espace et sur l'univers. Et suite à ça, j'ai voulu changer un tout petit peu de corps de métier, de médiatrice. J'ai voulu devenir responsable. Et à ce moment-là, j'ai candidaté au poste qu'il y avait à Strasbourg. Ils recherchaient en 2009 une nouvelle responsable ou un nouveau responsable. J'ai candidaté, j'ai été prise, notamment parce qu'il fallait construire un grand planétarium. Et j'avais l'expérience des 2 planétariums de la Cité de l'Espace. Beau projet pour une carrière. C'est un beau projet qui a duré 13 ans. Au début, il devait durer que 5 ans. Ça a duré 13 ans, donc il faut tenir comme un marathon. Il faut tenir la distance. D'accord. Et on se posait la question avec tous les gens qui ont participé à la préparation des émissions, comment ça se passe pour démarrer justement avant même de commencer à suivre des études scientifiques, avant même tout ça. Comment ça se passe ? Est-ce que vous rêviez déjà toute petite de l'espace ? Est-ce que vous aviez des livres de vulgarisation dans les mains ? Est-ce que vos parents ont fait ça ? Oui, exactement. C'est exactement ça. Mes parents étaient libraires. Et très rapidement, vers l'âge de 10 ans, on m'a donné des livres de Hubert Reeves, cet astrophysicien qui a beaucoup œuvré dans les années 80-90. Il a d'ailleurs créé la Nuit des étoiles. Et ça m'a passionnée. Après, je me posais aussi pas mal de questions sur la vie dans l'univers. Ça me fascinait de savoir si on était seul ou s'il y avait de la vie ailleurs
dans l'univers. Et je me suis intéressée à un autre vulgarisateur américain qui s'appelait Carl Sagan. C'est le Hubert Reeves américain. Et puis surtout, il s'est passé une autre chose, c'est que quand j'ai eu 18 ans, il y a Claudie Aigneret, la première française dans l'espace, qui est partie dans la station Mir. Et ça m'a fait aussi rêver. Donc entre l'espace, l'astronomie, et je me suis dit, ce serait pas mal de faire des études dans ce domaine. C'est arrivé au bon moment pour moi. Oui, je vois ça. Alors, revenons au planétarium. C'est payant, c'est gratuit? Comment ça se passe? Comment on fait pour s'inscrire? Alors, les séances de planétarium sont payantes, effectivement. C'est le planétarium du Jardin des Sciences. Le Jardin des Sciences, c'est le quartier dans lequel on est, puisque à côté du planétarium, il y a un musée zoologique, un musée de sismologie, un jardin botanique. Donc, c'est tout un quartier culturel, mais sur la science. Et donc, on peut acheter un billet de planétarium en ligne. C'est 10 € le tarif plein, mais on a beaucoup de tarifs réduits, en fait, pour différentes personnes. Et dans ce tarif, vous avez droit à une séance de planétarium qui dure à peu près 1 heure, composée d'un film qui dure à peu près une demi-heure, et d'une présentation du ciel étoilé du soir par un médiateur ou une médiatrice dans la salle. Donc on affiche le ciel, et ça vous allez le voir d'ici quelques minutes. Oui, on a hâte. Enfin, moi j'ai hâte en tout cas. Oui. Moi-même, j'étais venu il y a 15-20 ans. Dans l'ancien planétarium. Dans l'ancien, donc ouais. J'ai compris. Est-ce que c'est mieux le nouveau ? Moi, je trouve que oui. Et pour l'instant, j'ai encore posé la question à un collègue. Je lui ai dit, tu as des retours des gens qui préféraient l'ancien. Et à chaque fois, les gens qui connaissaient l'ancien nous ont dit, on préfère le nouveau parce qu'il est plus moderne. Et surtout, il est plus immersif. On est beaucoup plus dans l'image. Et ça reste quand même un planétarium à échelle humaine. On n'est pas dans une salle de 500 places. Il y a 130 places. Donc il y a ce côté très immersif. Et à la fois, il y a ce côté, comme dans l'ancien planétarium, une sorte de cocon. Oui, vous me direz à la fin si vous avez préféré ou pas. On a encore 10 minutes. En général, quel est le public qui vient vous voir? Est-ce que vous espérez que ce soit justement des gens, ou des enfants qui rêvent de l'espace, qui rêvent à leur tour de venir? Est-ce qu'il y a une fonction dans la vulgarisation de faire rêver? Oui, bien sûr. Rêver tout en donnant les bonnes connaissances, les connaissances scientifiques. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup avec l'Observatoire astronomique. Mais l'idée générale, c'est de pouvoir attirer tous les publics. On démarre à partir de 5 ans, parce qu'avant 5 ans, la salle peut être impressionnante. Et après, jusqu'à tous les âges. Et nous, ce qu'on veut, c'est créer justement du dialogue entre des personnes différentes et surtout émerveiller. Plus que faire rêver, c'est émerveiller, se repositionner en se disant mais on est sur cette planète, perdu dans cet univers, qu'est-ce qu'on en sait et qu'est-ce que ça dit de nous-mêmes en fait, nous, espèces humaines sur cette planète. Et quand on a différents publics, on essaye de créer des séances en fonction des âges, parce qu'effectivement, les enfants de 6 ans n'ont pas les mêmes données, n'ont pas les mêmes connaissances qu'une personne qui a 40 ans et qui a quelques données. Donc vous verrez, en fait, on a des séances qui ont des publics un peu différents, mais vous pouvez voir les 3 séances. Moi, j'ai adoré le film qu'on a passé qu'on passe encore, Noisette, qui est pour les 5-6 ans. Il est génial. En tant qu'adulte, on apprend beaucoup de choses. Et après, on essaye de toucher aussi les enfants, non pas en famille, mais par l'éducation nationale. Et on a des séances spécialement pour les classes. Ça va de la grande maternelle jusqu'à la terminale. Et donc, on espère susciter des vocations, permettre aussi aux enfants et aux jeunes de faire la différence entre une nouvelle scientifique et puis une fake news. C'est-à-dire, qu'est-ce que la démarche scientifique aujourd'hui? Comment on sait que ce que les scientifiques nous disent sur l'univers est vrai? Il y a une démarche scientifique, parce que tout le monde pourrait raconter n'importe quoi en fait. Et nous, on sait qu'on se base vraiment sur la science. Et est-ce que vous avez un retour ou un souvenir d'un retour que quelqu'un vous a fait, qui vous a marqué, que ce soit un enfant ou un plus grand? Oui, moi j'ai fait des séances, j'en fais un peu moins, c'est surtout mes collègues qui parfois me racontent des anecdotes. Et récemment, il y a un petit enfant qui nous a dit que c'était mieux qu'Europa Park. Ça, c'est un joli compliment. Là, on a trouvé hein. que c'était un super compliment. Ouais. Et il y a surtout des publics qui nous disent mais en fait, c'est pas si compliqué que ça de savoir ce qu'on regarde dans le ciel. Et c'est ça notre vocation première, c'est de leur dire ce soir quand vous allez sortir, le point brillant que je vous montre là, vous allez le voir pendant plein de soirs, c'est Jupiter. Donc on a vraiment des retours toujours positifs, et il y a certaines personnes aussi qui disent est-ce que je peux rester quelques minutes de plus dans le siège ? Parce que j'ai besoin d'un sas de décompression pour reprendre ma vie de tous les jours, parce qu'on les a fait voyager très loin et après il faut revenir au quotidien. Donc oui. Et puis il y en a d'autres qui nous ont dit j'ai l'impression que ça tournait beaucoup. Quand on a des films qui sont très immersifs, ils vont nous dire j'ai eu des hauts le cœur. Ça on en a aussi. Voilà.
Mais alors, pour terminer, peut-être une question. Vous êtes très impliqué dans les questions d'inclusivité. C'est mon petit doigt qui me l'a dit. Oui. Entre autres, vous accueillez, et c'est toujours la séance désormais inaugurale du festival Entendez voir sur Strasbourg. Oui. Est-ce que vous pourriez nous parler de cette politique d'inclusivité, justement, de la culture scientifique envers des publics ou handicapés ou avec des troubles psy ou que je sais. Oui, bien sûr. Oui. Alors c'est pas moi qui porte cette politique-là, c'est ma collègue Christelle. Donc elle est chargée de mission au sein de mon service du Jardin des Sciences, c'est aussi le nom de mon service, sur ces questions d'inclusivité, d'accessibilité de nos activités. Alors le planétarium est très visible, donc c'est un peu le laboratoire d'expérimentation pour Christelle, mais c'est bien sûr porté par la direction du Jardin des Sciences et plus largement par l'université qui nous pilote. Et qu'est-ce qu'on fait ? On essaye d'ouvrir à tous les publics. Il y a le festival Entendez voir pour les publics à déficience visuelle ou auditive, et on fait depuis 3 ans, on a un partenariat très fort avec les personnes qui dirigent ce festival, et on a aussi des expérimentations avec des IME, on a des expérimentations avec des associations comme la vôtre, et ça c'est très important pour nous de chaque fois être au contact des personnes pour qu'on ait des retours et ensuite on peut réajuster. Donc on veut vraiment une connaissance forte de ces publics. Et là, on va faire pour la première fois, c'est samedi, une séance qui s'appelle séance relax. Il y a un contexte national, une association nationale qui propose les fameuses séances relax, ça s'appelle Culture Relax. Donc c'est une séance ouverte à toutes et à tous. Mais dans cette séance, on peut venir comme on est. Donc on peut sortir, rentrer, on peut exprimer ses émotions. Et c'est des séances très inclusives, tout le monde peut venir. Voilà. Et on l'a ouverte il y a 1 mois, à la réservation, elle est pleine. D'accord. Elle est déjà pleine pour le samedi prochain, et on est ravis de pouvoir accueillir des publics tels qu'ils sont. Et c'est vraiment ouvert à tout le monde. C'est sur une base mensuelle Et on va en faire 2 d'ici l'été, et on devrait en faire à peu près 4 par an. On essaye de voir comment ça prend. On est toujours dans l'expérimentation, mais si ça prend, on les reconduira. Et ça, on est accompagné par l'association nationale Culture Relax, qui a l'habitude de faire ça dans les cinémas, dans les salles de théâtre. Et on est le premier planétarium en France à le proposer. Voilà. Et on espère que d'autres planétariums vont le proposer. Donc on est ravis de pouvoir accueillir toutes les personnes qui le souhaitent. Avec un tarif spécial, 4 € seulement, pour tout le monde. Peut-être une dernière question. Du côté allemand, le planétarium proche, c'est une grande ville. C'est Fribourg. C'est Fribourg qui a un planétarium à peu près de la taille du nôtre. Okay. Et je crois qu'il est situé dans la gare. C'est tout à fait original. On est en contact avec eux parce qu'une fois, on leur a traduit un film en français. Mais ça fait longtemps que je me dis qu'il faut qu'on aille les visiter. Et après, celui qu'on connaît le mieux, c'est celui de Mannheim. Voilà, ils sont un peu plus loin, mais on a déjà eu des visites communes. Il y en a un qui est magnifique aussi, que j'ai jamais visité, qui est à côté de Munich, à Garching. C'est le planétarium du Grand Observatoire Européen qu'on appelle l'ESO. Et apparemment, il est génial. Et je l'ai toujours pas visité. Oh là là. Donc on va faire ça dans quelques je vous le souhaite. Ouais, merci beaucoup. Eh bien, merci beaucoup, merci pour vos questions. Et puis, voilà, maintenant, la Bonne suite séance. de l'émission, c'est la séance. Et puis, il va y avoir du son d'ambiance, il va y avoir des choses comme ça, vous allez voir. Allez, merci. Merci à vous. Approchez, mesdames et messieurs, jeunes gens, rêvez-vous d'aventure ? Voulez-vous voyager par-delà les frontières de la Terre et découvrir des mondes au-delà de votre imagination ? Avez-vous soif de mystère, de frissons et de danger ? Voulez-vous découvrir ce qui se cache dans l'espace ? Qui parmi vous est prêt à me suivre dans la grande aventure du système solaire ? L'aventure du système solaire, allons-y ! Par ici, mes amis, suivez-moi. J'éclairerai, j'illuminerai et j'éduquerai votre esprit lors de ce fabuleux voyage quelque peu dangereux. Tous à bord. Il y a de la place pour tout le monde. Qu'est-ce que le système solaire ? Aucune idée, papa. Bien, maintenant, commençons. Comme toutes les bonnes histoires, notre aventure commence en regardant les étoiles. Lorsqu'on regarde ces petits points qui scintillent dans la nuit, nous imaginons des formes et des motifs appelés constellations. Nos ancêtres s'en servaient pour conter des mythes qui expliquaient l'univers et inventer des aventures épiques.
Ils ont observé que certains astres n'étaient pas immobiles. Nous avons découvert qu'il ne s'agissait pas d'étoiles lointaines, mais d'autres mondes qui forment notre système solaire. Ces planètes étonnantes, fascinantes et parfois dangereuses sont notre destination du jour. Sur le toit de l'hôtel où je vis avec toi, quand j'attends ta venue, mon ami, quand la nuit fait chanter plus fort et mieux que moi tous les chats, tous les chats, tous les chats. Que dit-on sur les toits, que répètent les voix de ces chats qui s'ennuient? Des chansons que je sais, que je traduis pour toi, les voici, les voici, les voilà. Le soleil est rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là et le soleil attend. Ici-bas souvent chacun pour sa chacune, chacun doit en faire autant. La lune est là, la lune est là, la lune est là, mais le soleil ne la voit pas. Pour la trouver, il faut la nuit. Il faut la nuit, mais le soleil ne le sait pas, et toujours lui. Le soleil est rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là, et le soleil attend. Papa dit qu'il a vu ça, lui. Des savants avertis par la pluie et le vent annonçaient un jour la fin du monde. Les journaux commentaient en termes émouvants les avis, les aveux des savants. Bien des gens affolés demandaient aux agents si le monde était pris dans la ronde. C'est alors que docteurs, savants et professeurs entonnèrent subito tous en chœur. Le soleil a rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là, mais le soleil attend. Ici va souvent chacun pour sa lune, chacun doit en faire autant. La lune est là, hein, la lune est là, hein, la lune est là, mais le soleil ne la voit pas. Pour la trouver, hein, il faut la nuit, il faut la nuit, mais le soleil ne le sait pas, et toujours lui. Le soleil rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là, le soleil attend. Papa dit qu'il a vu ça, lui. Philosophe, écoutez, cette phrase est pour vous. Le bonheur est un astre volage qui s'enfuit à l'appel de bien des rendez-vous. Il s'efface, il se meurt devant nous. Quand on croit qu'il est loin, il est là, tout près de nous. Il voyage, il voyage, il voyage. Puis il part, il revient, il s'en va n'importe où. Cherchez-le, il est un peu partout. Le soleil a rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là et le soleil attend. Ici-bas souvent chacun pour sa chacune, chacun doit en faire autant. La lune est là, 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 mais le soleil ne la voit pas. Pour la trouver, il faut la nuit, il faut la nuit, mais le soleil ne le sait pas, et toujours lui. Le soleil a rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là, et le soleil attend. Papa dit qu'il a vu ça, lui. Papa dit qu'il a vu ça, lui. Donc le soleil nous réchauffe, nous éclaire, et puis quand il fait beau, vous voyez qu'au-dessus de vos têtes, vous avez un grand ciel tout bleu. C'est parce qu'autour de la Terre, il y a quand même quelque chose d'important également, qu'on appelle l'atmosphère, qui fait 100 km d'épaisseur, et dans laquelle vous trouvez des gaz primordiaux pour la vie, notamment l'oxygène, qui nous permet de respirer. Quand le soleil est là, quand l'atmosphère est là, vous ne voyez pas trop d'autres astres, parce que nous sommes éblouis. Et si on veut voir d'autres astres, il faut attendre qu'il fasse nuit. Alors je suis sympa, je ne vais pas vous faire attendre en temps réel, parce que grâce à notre simulateur de voyage cosmique, on va accélérer le temps pour faire se bouger notre soleil. C'est parti. Et là, vous voyez que dans les dernières lueurs du crépuscule, sur votre droite, il y a un astre très brillant qui est là dans le ciel, tellement brillant que c'est le troisième astre le plus brillant du ciel, après le soleil, la pleine lune, et tellement brillant que les anciens, ils avaient cru que c'était une étoile, donc ils l'avaient baptisé étoile du berger, mais on apprenait plus tard qu'il ne s'agit pas d'une étoile, mais de l'une des planètes que vous avez vues dans le film, c'est-à-dire la planète qui a quasiment la taille de la Terre. Je veux parler de la planète Vénus. Mais vous avez sans doute compris que Vénus, c'est pas très agréable pour aller passer ses vacances, puisqu'il y a une atmosphère très dangereuse et qu'il y fait une température record à sa surface. C'est la planète la plus chaude, je vous le rappelle. Dans le ciel, si vous regardez bien, il y a des premiers astres brillants qui sont apparus, mais il y a un autre astre très brillant après Vénus. C'est le deuxième le plus brillant. C'est une autre de nos planètes,
à savoir celle qu'on vous a présentée comme extrêmement dangereuse, comme gazeuse, avec, vous vous rappelez, des orages terribles. C'est la planète Jupiter. Si on veut voir d'autres astres, il faut qu'ils fassent encore un petit peu plus sombre. Donc je vous propose d'accélérer encore le temps pour voir un petit peu plus d'étoiles. Et voici que Vénus s'est couchée à l'horizon, et vous voyez qu'en face de vous, d'autres étoiles apparaissent. Vénus est suivie par un autre astre brillant, parce qu'il y a d'autres planètes. Il y a Mercure et Saturne qui vont bientôt apparaître correctement dans ce ciel. En ce qui concerne les étoiles, vous en voyez un certain nombre, mais je vous propose de faire encore un petit peu plus la nuit. Alors vous voyez que quand j'accélère le temps, on a l'impression que les étoiles bougent dans le ciel. C'est ce qu'on appelle le mouvement apparent des étoiles, mais en réalité ce ne sont pas les étoiles qui bougent. Qui est-ce qui bouge ? C'est notre planète Terre qui tourne sur elle-même en quasiment 24 heures, et on a cette impression de voir les étoiles bouger. Je continue. On va faire se coucher la planète qui était là. La planète qui vient de se coucher, c'était Mercure. Et il y avait Mercure juste avant qui était un petit peu plus faible, mais celle qui était brillante, c'était Saturne. Mais maintenant, nous voyons un ciel. Alors le ciel que vous voyez là, c'est pas le ciel que vous verriez à Strasbourg ou dans les grandes villes. Parce que je vous rappelle que dans nos grandes villes, il y a beaucoup de pollution lumineuse. Si vous restez à Strasbourg, on verra à peu près ceci. Vous voyez, j'ai fait disparaître un certain nombre d'astres parce qu'il y a beaucoup de pollution lumineuse. Donc si vous voulez faire des observations du ciel, on vous conseille de partir à la campagne ou de partir sur les collines avoisinantes pour voir un petit peu plus d'étoiles. Mais quand il y a beaucoup d'étoiles, on estime que par une nuit bien sombre, avec un ciel de très bonne qualité, on pourrait voir plus de 3000 étoiles à l'œil nu. Ça fait beaucoup d'étoiles à compter, donc il faut essayer de se repérer. Alors, on peut faire des repérages parfois assez simples. On peut faire par exemple, je ne sais pas si vous aimez, de l'alphabet. Alors comment on fait de l'alphabet dans le ciel ? On prend l'étoile qui est brillante là-haut, qui s'appelle Capella. On va tirer un trait pour aller trouver Castor et Pollux, les deux étoiles qui sont là. On va continuer vers une étoile ici qui s'appelle Procyon. Puis Sirius. Alors Sirius que vous voyez là, vous la voyez bien clignoter. On dit que les étoiles scintillent et c'est l'étoile la plus brillante de notre ciel d'hiver. Et on va rejoindre comme ça Rigel, puis Bellatrix, et ensuite Bételgeuse. Est-ce que vous avez vu, je fais une lettre de l'alphabet. Quelqu'un a vu laquelle ? Ce qu'on fait là. Un G. Et on dit qu'on a fait le grand G de l'hiver. Mais on peut relier aussi simplement 3 autres étoiles qu'on a déjà vues et faire de la géométrie. Avec Bételgeuse, Procyon et Sirius, vous faites un triangle que l'on appelle tout bêtement le triangle de l'hiver. Est-ce que vous avez apprécié Oui, moi j'ai bien aimé. Qu'est-ce que tu as aimé en particulier Le petit animé et aussi quand j'ai parlé des planètes, enfin des certaines planètes comme Mars. Est-ce que ça vous a plu ? Oui, bien sûr. Et toi, Lucie ? Est-ce que ça t'a plu ? Lucie ? Oh là là. Est-ce que ça t'a plu ? Qu'est-ce que tu préférais ? Le début avec les planètes ou à la fin avec les étoiles dans le ciel ? Tout, j'ai aimé toute la séance. J'ai beaucoup apprécié et beaucoup aimé. C'était la première fois que je venais. Donc c'était vraiment génial parce que de voir toutes les étoiles et tout ce qui est loin, je me sentais petite. Qu'est-ce que tu as aimé le plus, Anna ? Le film ? C'était le fait d'être en immersion. D'accord. Voilà, via le film qui était très intéressant avec de belles images, très explicites pour les enfants, d'être en immersion. Et puis après, toutes les explications avec le monsieur qui nous expliquait plein de choses. Tu te souviens ? T'as appris plein de choses ou pas ? Oui ? On a voyagé où ? On a voyagé où ? Dans l'espace et dans le système solaire. Qui a eu l'idée de venir ici ? Alors c'est moi, la tata, avec ma petite nièce. C'est mes grands-parents. Tes grands-parents ? Oui. Qui sont de Strasbourg ? Non,
ils ont un appartement ici et on vient pour les vacances. Papy, nous sommes chez eux, parce qu'on est en vacances, on est du côté dans le sud, du côté de Nîmes, donc on est encore en vacances et donc ils nous ont proposé de venir voir ce planétarium. Donc on est quelques jours à Strasbourg, donc vous s'est dit qu'on va passer au planétarium. La vallée de Villers, c'est d'ailleurs très joli. Oui, pour le chant du feu aussi, pour observer les étoiles, c'est très bien. D'accord. Vous n'êtes pas dans un club d'astronomie quand même? Non. En fait, au début, ma tête, j'avais un peu mal à la tête, mais j'ai beaucoup aimé l'effet que l'écran il donne, parce qu'on a vraiment l'impression qu'on est en train de voyager, qu'on est vraiment là. À un moment, j'avais vu dans l'écran que c'était écrit 3D, mais j'ai beaucoup aimé ce effet-là. Disons que la première partie, ça donne le vertige. Et c'est peut-être un peu le but, c'est de montrer que c'est, ça vous entraîne dans quelque chose qui est tellement gigantesque que ça donne spontanément le vertige. Et cette impression a été mise en valeur par les effets d'optique, tout ce qui a été utilisé. Et la deuxième partie, c'est très intéressant parce que ça nous met en prise directe avec ce qu'on voit effectivement dans le ciel, et ça permet de retrouver des repères qui sont très importants pour s'y retrouver et pour suivre l'évolution du ciel. J'ai l'impression que le plafond était en mouvement. Vous n'avez pas trouvé ça? Mais je pense pas que c'était le plafond qui était en mouvement. Je pense que c'était une illusion d'optique. Oui, ça fait une illusion à notre cerveau. C'était pas le plafond qui était en mouvement. Toi, tu l'as compris tout seul. C'est une illusion d'optique et le fait avec je pense que c'est l'effet du dôme au niveau de l'écran. On a eu un petit peu mal à la tête au début, mais après ça allait. C'était chouette. On était vraiment en immersion, c'était vraiment cool. Moi j'ai bien aimé. Ça me rappelait en fait. Les grands, je sais pas comment ça s'appelle, mais les grandes salles où il y a en vrai, on voit les planètes et tout ça, ça me rappelait ça. Et en même temps, je me disais, on dirait qu'on bougeait un peu entre le réel et le irréel. Parfois, je me disais, est-ce que cette image-là, elle est réelle, qu'on voyait par exemple Vénus? Mais j'ai bien aimé, en fait, c'était ludique. Et bien expliqué. Est-ce qu'il y a quelque chose que toi tu ne savais pas, que tu as appris, quelque chose qui t'a marqué? Un peu toutes les choses, mais qu'est-ce qui t'a marqué le plus? Qu'est-ce que tu as préféré le plus? Tu sais plus? Je dirais... moi, qu'est-ce qui m'a marqué le plus? Constellation, tout ça, je connaissais un petit peu, mais peut-être un petit peu les caractéristiques de certaines planètes. Voilà, c'est vrai que de le voir en immersion comme ça dans le film, c'était assez parlant. Oui, je dirais que ça remplacera pas de prendre plus de temps, de lire dans des livres ou sur Internet, puisque le temps est illimité et on peut pas tout apprendre. Mais je trouve que c'est une excellente initiation, encouragement à en connaître plus. Pour moi, c'était vraiment un bon début. En fait, ça nous donne envie de connaître plus. Et vraiment cette impression qu'on est petit. Il y a des choses que j'ai appris avec ça. Et en fait, ça me rappelle beaucoup les étoiles de mon petit village. De les voir comme ça. Du Portugal. Oui. Donc, de les voir bien visibles. Donc ça me donnait un peu de nostalgie. Et vous aviez connu l'ancien planétarium Oui, tout à fait. Est-ce que vous pensez que le nouveau est mieux? Le nouveau est ultra moderne. C'est le résultat de tous les progrès, parce que l'autre était beaucoup plus ancien. Et là, vraiment, je pense qu'on a franchi un cap important. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair, but her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go, but her friend is nowhere to be seen.
Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools if they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the low man beating up the wrong guy. Oh man, wonder if you'll ever know who's in the best-selling show. Is their life on Mars? It's on America's tortured brow that Mickey Mouse has grown up a cow. Now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Rule Britannia is out of bounds, to my mother, my dog and clowns. But the film is a sad thing more, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be writ again, as I ask you to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the low man beating up the wrong guy. Oh man, wonder if you'll ever know who's in the best-selling show. Is their life on Mars? Plus proche du Soleil. Mais il y en a une plus chaude encore. Mercure a cependant la plus large amplitude thermique de surface. Entre sa face la plus chaude, exposée au Soleil, et le côté ombragé et glacial, la température sur Mercure varie de 610 degrés Celsius. Dans les cratères, nous avons trouvé de la glace d'eau qui se plaît dans cette pénombre. Mais lorsque la lumière apparaît, elle est vaporisée par le soleil. Bonjour, alors nous sommes ressortis du planétarium et maintenant nous interviewons Jean-Yves Marchal, qui est un historique, on peut le dire, des planétariums de Strasbourg, puisque Mylène nous a dit tout à l'heure voilà, que les histoires du planétarium ne datent pas d'hier sur Strasbourg. Est-ce que tu pourrais quand même du coup faire un peu un retour en arrière, pas dans l'espace mais dans le temps, concernant les planétariums?
Oui, tout à fait. Donc, sous l'impulsion d'une astrophysicienne qui s'appelait Agnès Acker, il a été décidé de créer un planétarium. Alors, tout a commencé à peu près dans les années 1979. C'était pas facile, parce qu'à l'époque, seule femme astronome quasiment dans le coin. Et puis, il fallait convaincre l'université et l'observatoire de cette idée de planétarium pour vulgariser l'astronomie. Et on a cherché un lieu, et rien de plus intéressant que de positionner ce planétarium dans l'ancien observatoire. Donc on y a trouvé une place de choix en lieu et place d'une lunette qui s'appelait la lunette de Cauchois. Et donc en 1981, en décembre, il y a eu la première séance de planétarium, une inauguration en 1982, et le planétarium en question a continué à cheminer. Alors si certains viennent nous voir dans le nouveau planétarium, ils voient l'ancien système, un projecteur d'étoiles qu'on appelle optomécanique, avec une sphère, avec plein de petits trous. Dans le couloir, c'est ça. Voilà, dans la salle d'attente. Et avec plein de petits trous pour projeter les étoiles, et derrière une sorte de cage un peu étrange qui était destinée à reproduire le mouvement des planètes, donc ces objets qui tournent autour du Soleil. Et ce planétarium a duré comme cela pendant un certain nombre d'années, jusqu'en 2014, date à laquelle à la fois notre Spitz 512, qu'on appelait notre petit robot à l'époque, a un peu rendu l'âme, si j'ose dire, et on a décidé de mettre un premier système numérique avec un simple vidéoprojecteur au centre et un système informatique utilisant un logiciel que tout le monde connaît quand on s'occupe un peu d'astronomie, c'est-à-dire Stellarium, mais Stellarium adapté à du 360. Et on était capable de programmer et de faire des premières séances sympas en numérique avec des films full dome, mais ça donnait le ton sur ce qui allait se passer un petit peu plus tard avec l'avènement de ce nouveau planétarium. Donc là, maintenant, le planétarium, c'est une simulation qui se fait par informatique, qui permet de faire bouger n'importe quel champ de l'espace, d'avoir n'importe quel angle à n'importe quel moment. Oui. Il s'agit bien de ça. Alors en fait, ce planétarium entièrement numérique utilise un logiciel d'origine américaine, on ne dira pas la marque par respect, mais qui va fonctionner avec des serveurs. Il y a énormément de serveurs dans les sous-sols, et l'intérêt, c'est on l'appelle notre simulateur de voyage cosmique. Pourquoi ? Parce qu'il va aller puiser directement dans les ressources astronomiques professionnelles, et notamment, c'est à souligner, dans les données de recherche de l'Observatoire de Strasbourg à travers son data center, le centre de données de Strasbourg. Et comme on va puiser en direct là-dedans, on a des données qui sont totalement actualisées, ce qui fait que quand on va voyager, comme par exemple aller voir une planète comme Saturne ou Jupiter, on va arriver comme si nous étions en temps réel avec une sonde du côté éclairé ou du côté sombre, on peut choisir là où on veut, et on va pouvoir reproduire tous les événements astronomiques du moment ou du passé ou du futur, grâce à ce système, et mettre en ambiance, agrémenté bien sûr, de vidéos, de films, pour compléter le tout. Donc, par exemple, tu nous as fait voyager dans la Voie lactée tout à l'heure. Ça veut dire que, par exemple, les données d'un satellite qui s'appelle Gaia sont utilisées en temps réel, enfin tout au moins dans les release candidates, Exactement, c'est-à-dire que comme on va puiser dans les données astronomiques, et notamment dans un catalogue de données qui s'appelle Aladdin, dans Aladdin on a fait les calculs et on représente la Voie lactée, donc à chaque fois on va aller puiser dans toutes ces données. Alors il y a les données à Strasbourg, mais il y en a ailleurs quand on fait du planétaire et autres, puisque Strasbourg n'est pas forcément spécialisé dans le planétaire, ce qui va nous permettre de rendre aussi fidèle que possible le ciel qui est au-dessus de nos têtes. À charge pour nous en médiation après d'expliquer les choses, bien sûr. Oui, bien sûr. Donc toi, tu es animateur et tu as été responsable du planétarium pendant une époque. Non, j'ai pas été responsable, mais je m'occupais de la communication dans l'ancien planétarium. Okay. Voilà, et donc on fait ce qu'on appelle de la médiation scientifique. Alors ce qui est remarquable, c'est à Strasbourg, on est resté comme unique planétarium universitaire de France.
On a perdu un petit peu notre côté unique planétarium d'observatoire, hein, puisque depuis, il y a d'autres observatoires qui s'en sont dotés. Et on a toujours à cœur, même si on a un système ultra perfectionné qui nous permet de faire des films full dome, comme tu as pu voir, qui sont assez remarquables au niveau de la conception, on garde cet aspect où on veut de la médiation humaine au cœur du planétarium, ce qui fait que l'on intervient à chaque fois sur du ciel du jour et sur ces activités en plus ou moins interactivité avec le public, sans oublier bien sûr les scolaires lorsque c'est la semaine scolaire. D'accord. Alors, on avait posé la question à Mylène, tu es tombé dans l'astronomie, comment ? Oh, c'est une longue histoire. Je ne dirais pas mon âge en antenne, mais c'est une longue histoire. En fait, tout gamin, ça commence tout bêtement. Hein. C'est d'ailleurs que mon grand-père m'offre une paire de jumelles. La paire de jumelles, au lieu de regarder les petits oiseaux, je me suis mis à regarder le ciel avec. Et je me suis dit un jour, c'est vachement intéressant, ça c'est le ciel. J'ai envie d'en savoir un peu plus. Et quand ensuite j'ai fait mes années lycée, le deuxième coup de maître, c'est que je suis tombé sur un prof de maths qui était en train de lire un bouquin d'Anne Sacker pendant une interrogation écrite de maths. Et moi, un peu timide à l'époque, je suis allé voir. Et je lui dis, mais vous lisez quoi là, à initiation à l'astronomie ? Ah oui, mais alors comment est-ce qu'on fait pour faire de l'astronomie si on est passionné ? Ah ben justement, cette personne est à Strasbourg. À Strasbourg, il y a des études d'astronomie. Et je rejoins la fac de Strasbourg. Et après, je n'ai pas cessé de m'intéresser à la chose. En passant et aussi par le côté astronomie amateur, puisqu'on avait créé avec un ami le club d'astronomie d'Épinal, donc pendant plusieurs années. Et tout était lié du coup. Et comme j'avais fait également de la radio locale, je me retrouvais dans tout ce qu'il fallait pour être dans la médiation. Superbe interview. Merci beaucoup Jean-Yves. Mais j'en prie. Allez voir les spectacles qui sont animés par toi et ton collègue Bruno. On fait une petite équipe qu'on appelle le pôle planétarium. Et de façon générale, le musée zoologique a ouvert depuis pas longtemps. Le jardin des sciences anime un certain nombre d'activités. Il y a la fête de la science qui a lieu tous les ans. Il y a le musée de Sismo, je ne sais pas s'il ouvre encore, de minéralogie. Il est ouvert. Et juste pour faire aussi le lien, on a des visites guidées de l'observatoire, là où il y avait l'ancien planétarium. Super. Par exemple, je fais même quelques visites comme ça les mercredis, mais on en a aussi les week-ends, donc il faut se renseigner sur le site. Et il y a le jardin des plantes, et c'est vrai, l'observatoire, et c'est un lieu assez magique, je dois bien dire. Voilà, tout à fait, et on a un super globe de Coronelli, il faut venir le voir. Ok, merci beaucoup, et à très bientôt pour de nouvelles aventures scientifiques avec Radio Barjo. Et au plaisir, bien sûr, on est toujours là pour tous nos publics. Au revoir. Radio Barjo. Radio Barjo. Radio Barjo. Radio Barjo. Radio Barjo. Radio Barjo.